Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 13 qui s'étale du 24 au 30 mars. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast En Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, aujourd'hui, au sommaire de cet épisode, nous évoquerons les articles de la semaine, nous enchaînerons avec les annonces en GA, les annonces en preview et nous terminerons par des décommissions. Petit rappel habituel, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différentes plateformes de Microsoft. Cette semaine, on s'intéresse à une évolution intéressante du côté d'Azure AI avec deux nouveautés qui renforcent la manière dont les agents d'intelligence artificielle peuvent automatiser des tâches métiers dans Azure AI Foundry. On parle ici d'agents d'IA capables de faire bien plus que simplement répondre à des questions. Aujourd'hui, ces agents sont utilisés dans des secteurs variés. Ils gèrent des demandes d'indemnisation dans l'assurance, pilotent des centres de support IT, optimisent la logistique ou encore assistent les professionnels de santé dans l'analyse de dossiers médicaux et les choses continuent d'évoluer. Deux innovations majeures viennent d'être introduites dans Azure AI Foundry. L'API Responses et un nouveau modèle appelé CUA pour Computer Using Agent. D'abord, l'API Responses. C'est un peu comme un cerveau central qui permet à un agent IA de récupérer des données, de déclencher des actions et de dialoguer avec des outils métiers, tout ça en un seul appel. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle combine plusieurs capacités. Par exemple, elle peut appeler une fonction, récupérer un fichier, utiliser un ordinateur à distance et tout cela sans perdre le fil d'une conversation. Un exemple concret, imaginez une IA qui traite une réclamation client. Grâce à cette API, elle peut aller chercher l'historique du client, vérifier son éligibilité, générer une réponse adaptée et lancer automatiquement l'envoi d'un bon de réduction. Le tout sans que quelqu'un ait à jongler entre plusieurs applications. Deuxième innovation, l'agent CUA. Là, on franchit un cap. Cet agent est capable d'utiliser un ordinateur comme un humain. Il peut naviguer dans une interface graphique, cliquer sur des boutons, remplir des formulaires, passer d'un écran à un autre. Et surtout, il comprend des instructions données en langage naturel. Par exemple, on peut lui dire ouvre l'application RH et remplis le rapport du mois, et il va exécuter les actions comme si c'était un collaborateur devant son écran. Ce type d'agent est particulièrement utile quand il n'existe pas d'API ou que les outils sont trop hétérogènes. Il s'adapte aussi aux changements d'interface, ce qui évite d'avoir à maintenir des scripts d'automatisation trop rigides. Évidemment, qui dit plus d'autonomie dit aussi plus de responsabilité. Microsoft a donc intégré des protections. Les actions sensibles doivent être confirmées. Certaines tâches sont bloquées automatiquement et tout est logable et traçable. Il y a même des systèmes de surveillance automatique ou humains pour éviter les dérives ou les abus, en particulier dans les environnements critiques comme la finance. Bref, on avance vers une nouvelle génération d'agents IA capables non seulement de comprendre et répondre, mais aussi d'agir de manière autonome dans les outils variés. Et si les usages sont prometteurs, la vigilance reste de mise pour garantir une adoption à la fois efficace et responsable. Parlons d'un autre sujet et d'une menace récemment repérée par les équipes de Microsoft qui concerne particulièrement les développeurs utilisant macOS. Il s'agit d'une nouvelle version du malware XC7, un programme malveillant capable d'infecter les projets Xcode. Ce qui le rend inquiétant, c'est qu'il se dissimule très bien. Il est capable de voler des données personnelles comme vos notes, vos fichiers ou même des infos liées à vos portefeuilles de crypto-monnaies comme MetaMask ou TronLink par exemple. Il peut aussi collecter des infosystèmes, lister vos applications, vos extensions de navigateur et plus encore.
La méthode d'infection est très simple mais très efficace. Il suffit d'ouvrir un projet Xcode piégé. Le développeur ne se doute de rien, le projet s'ouvre normalement, mais en arrière-plan, le malware commence son travail. Il télécharge des modules supplémentaires, reste actif même après redémarrage, et surtout, il utilise des outils parfaitement légitimes du système pour passer sous les radars comme les scripts shell, Apple Script ou encore la commande curl. Un exemple concret est que le malware peut créer une fausse application Launchpad qui ressemble en tout point de vue à la vraie. Quand l'utilisateur clique dessus dans le dock, la vraie app se lance, mais la charge utile malveillante aussi. Du coup, il ne se passe rien de suspect en apparence, mais les dégâts sont bien là. Autre technique redoutable, le malware peut aussi s'introduire dans des projets Git et injecter du code dans les hooks de pré-commit. Résultat, à chaque commit, il s'exécute. Et comme c'est souvent partagé en équipe, l'infection peut rapidement se propager. Alors, comment s'en protéger? Voici quelques conseils simples et efficaces. Tout d'abord, toujours vérifier les projets Xcode que vous récupérez, surtout s'ils viennent de GitHub ou d'autres sources externes. Évidemment, gardez un macOS et vos applications à jour. Et si vous êtes en entreprise, pensez à utiliser une solution de sécurité avec protection en temps réel, comme Defender for Endpoint ou d'autres équivalents. Ce malware, bien qu'encore observé sur un nombre limité de machines, est un bon rappel que macOS n'est pas à l'abri des attaques et que la vigilance reste de mise, surtout dans les équipes de développement. Alors cette semaine, j'ai été particulièrement marqué par un exemple de transformation numérique qui nous vient d'Indonésie. En l'espace d'à peine 2 ans, le pays a connu une adoption massive de l'intelligence artificielle générative avec plus de 90% des travailleurs du savoir qui l'utilisent déjà dans leur quotidien. C'est bien au-dessus de la moyenne mondiale. Et ce qui est intéressant, c'est que cette adoption n'est pas théorique, elle est très concrète. Des développeurs utilisent GitHub Copilot pour gagner en productivité, un opérateur télécom améliore son service client grâce à un assistant IA, une banque met en place un moteur de recherche interne et automatise la création de ses supports marketing. Même dans l'éducation, une université utilise l'IA pour anticiper les admissions avec une précision impressionnante. Ce mouvement est accompagné d'un effort massif côté infrastructure et formation évidemment. Microsoft prévoit une nouvelle région cloud en Indonésie pour 2025 et vise à former 1 million de personnes à l'IA en partenariat avec le gouvernement. L'objectif est clair, permettre à tous, quel que soit leur métier ou leur parcours, de s'emparer de ces technologies. Et ce sont justement ces acteurs du changement qui créent l'impact. Une enseignante qui utilise l'IA en classe, une fonctionnaire qui améliore la prise de décision grâce aux données, ou encore une mère de famille qui utilise l'IA dans ses projets et pour mieux gérer son quotidien. Bon, je vous l'annonce tout de suite, moi, ma mère n'utilisera probablement jamais l'IA. Alors, ce genre d'initiative nous montre une chose, l'IA ne se résume pas à de la technologie. C'est un levier pour réinventer la manière dont on apprend, on travaille, on entreprend. Et ce n'est que le début. Continuons avec un autre article où j'aimerais mettre en lumière un acteur clé de la sécurité chez Microsoft, le MSRC, ou Centre de réponse de sécurité. C'est l'équipe qui est en première ligne dès qu'une faille de sécurité est détectée. Elle enquête, coordonne avec les chercheurs en cybersécurité, qu'ils soient internes ou externes, et publie les mises à jour nécessaires pour protéger les utilisateurs. L'un des leviers importants, ce sont les programmes de bug bounty. Ils encouragent les chercheurs à signaler les failles de manière responsable. Depuis 2013, ces programmes ont distribué plus de 60 millions de dollars. On en avait déjà parlé d'ailleurs dans un précédent podcast. Et en 2024, ils ont encore été renforcés avec un nouveau programme dédié à la sécurité dans le cloud et l'intelligence artificielle, avec 4 millions supplémentaires en jeu. Par exemple, un chercheur qui trouve une vulnérabilité dans un service Azure peut être récompensé s'il la signale de manière responsable. Même s'il n'a pas de prime à la clé, il peut être reconnu dans le classement officiel des chercheurs. Autre point intéressant, Microsoft applique un principe de divulgation coordonnée. L'idée est simple, corriger les failles avant qu'elles ne soient exploitées tout en assurant une communication transparente. Et pour aller plus loin,
Ils fournissent aussi des fichiers de sécurité lisibles par des machines pour permettre une réaction rapide des outils de cybersécurité. Microsoft collabore aussi avec plus de 100 partenaires via le programme MAPP pour donner un accès anticipé aux informations critiques. Ces partenaires peuvent alors mettre à jour leurs outils, comme les antivirus ou les systèmes de détection d'intrusion, avant même la publication officielle des correctifs. Et pour finir, le MSRC joue un vrai rôle de transmission. Blog, contenu pédagogique, conférences comme Blue Hat et même un podcast dédié à la sécurité. Bref, un bon exemple d'une approche proactive, collective et transparente de la cybersécurité avec une belle reconnaissance pour ceux qui contribuent à rendre nos environnements plus sûrs. Eh bien, c'est terminé, passons maintenant aux annonces en JA. La première concerne le service Azure Databricks où l'équipe produit annonce la disponibilité des modèles d'Anthropic que vous pourrez utiliser directement dans vos workspaces. Alors pour ceux qui se poseraient la question de qui est Anthropic, c'est en fait la société américaine d'IA qui développe les modèles Claude. Cette intégration est le fruit d'une collaboration entre Microsoft et Databricks visant à améliorer vos capacités en matière de données et d'intelligence artificielle. Une autre info un peu moins réjouissante côté Azure Databricks, c'est la fin de l'offre promotionnelle sur les services Automated and Interactive Serverless Compute en date du 30 avril 2025. Ce qui veut dire que passé cette date, malheureusement, vous devrez payer plein pot. Le service Azure Database for PostgreSQL propose dorénavant les snapshots physiques à la demande. Cette nouvelle fonctionnalité complète les sauvegardes automatisées planifiées proposées par le service. Sachez que vous pourrez évidemment supprimer à votre convenance ces snapshots. Du côté de Azure Chaos Studio, il est désormais possible d'ajouter des tags automatiquement aux ressources qu'il crée. Chose importante, cette fonctionnalité n'est disponible que pour ceux qui utilisent le réseau privé dans Azure Chaos Studio et la raison en est toute simple, c'est le seul mode qui permet de créer des ressources directement par le service. Log Analytics Workspace se dote d'une nouvelle API qui permet de supprimer des données. Cette dernière est plus performante que l'API Purge car elle marque les journaux comme supprimés plutôt que d'effectuer une suppression compliquée. De plus, Microsoft recommande d'utiliser cette API pour toutes les suppressions de données non conformes au RGPD. Les administrateurs du service Azure Firewall vont gagner un temps précieux car il leur sera maintenant possible de mettre à jour plusieurs groupes d'IP en parallèle ou simultanément. Jusqu'à 20 groupes d'IP peuvent être mis à jour, soit jusqu'à 2 fois plus que ça n'est possible aujourd'hui. L'équipe produit Azure NetApp Files propose une version 11 de son outil AZ-AC Snap. Pour rappel, AZAC Snap ou Azure Application Consistent Snapshot Tool Updates dans sa version longue est un outil de ligne de commande qui simplifie la protection des données de bases de données tierces dans des environnements Linux et Windows. Cette nouvelle version supporte entre autres Microsoft SQL Server 2022 sous Windows. Alors nous en avons terminé avec les annonces en JA, je vous propose de passer à celles en preview. La première concerne Azure Cosmos DB où il est désormais possible d'effectuer une restauration point in time pour les comptes multirégionaux en mode write afin de restaurer les données de manière granulaire jusqu'à la dernière heure de restauration de votre base de données. Un autre service de base de données, à savoir Azure Database for MySQL, qui propose désormais un trigger avec Azure Functions. Du coup, il vous sera très simple d'invoquer une Azure Functions lors d'une modification au sein de votre base de données MySQL. Un service qu'on évoque plutôt rarement, à savoir Azure DevTest Labs, qui utilisera à présent des load balancers standards pour gérer les trafics de VM qui ont été créés avec des IP partagés. De plus, une adresse IP publique standard avec allocation d'adresse IP statique sera créée lors de la création d'une machine virtuelle avec IP publique dans Azure DevTest Labs. La dernière annonce en preview concerne Azure NetApp Files qui propose un nouveau niveau de service, à savoir le niveau flexible.
Ce dernier évite le surprovisionnement en prenant en charge un débit personnalisable pouvant atteindre 5 fois celui du niveau de service ultra. Il est donc idéal pour les charges de travail exigeantes comme de l'Oracle ou du SAP HANA, offrant un débit supérieur pour des poules de capacité plus modestes et pour créer des volumes haute capacité avec des besoins de débit faibles. Voilà, c'était la dernière annonce en preview. Je vous laisse vous installer confortablement car Microsoft nous réserve une dizaine de décommissions et fins de support pour cette semaine. Tout d'abord, le service Azure Intelligent Recommendations sera retiré le 31 mars 2026, suite à un changement de stratégie chez Microsoft et l'arrivée de Copilot. Malheureusement, Microsoft ne propose pas d'alternative à ce jour. Côté VM, l'extension Desired State Configuration pour les VM sera retirée le 31 mars 2028. Il faudra envisager une migration vers Azure Machine Configuration. La fonctionnalité Docker Content Trust qui permet de vérifier si les images sont signées sera supprimée de Azure Container Registry le 31 mars 2028. Le projet Notary avec l'outil Notation peut être une alternative. Ubuntu 18.04 sur AKS sera retiré le 17 juin 2025, donc d'ici quelques semaines. Envisagez donc une migration vers une version plus récente comme Ubuntu 22.04 ou Ubuntu 24.04. D'ailleurs, même punition pour Ubuntu 20.04 qui sera retiré quant à lui le 17 mars 2027. Côté Azure SQL Database, l'offre FSV2 comme option matérielle pour déployer votre base de données ne sera plus prise en charge à partir du 1er octobre 2026. Microsoft recommande de migrer vers une offre Hyperscale Premium ou un usage général standard avant cette date. Côté Azure Arc, l'architecture actuelle d'AKS sur Windows Server 2019 et Windows Server 2022 sera retirée le 27 mars 2028. Il faut donc envisager d'utiliser une version Windows 23 H2 ou une version supérieure. L'ancienne version 2 de la bibliothèque Azure Storage Data Movement sera retirée le 31 mars 2026. Il faudra donc migrer vers la version moderne, c'est la version la plus récente. La fonctionnalité Docker Compose sera retirée de Azure App Service le 31 mars 2027. Vous pourrez vous tourner vers les sidecars, toujours sur App Service évidemment. Terminons avec Azure Maps qui est concerné par les deux dernières décommissions. Tout d'abord, les API Azure Maps Root version 1.0 seront retirées le 31 mars 2028. Il faudra donc effectuer une transition vers la version 2025-01-01. Et même punition pour les API Azure Maps Traffic version 1.0. Il faudra privilégier l'API Azure Maps Traffic Incident en version 2025-01-01 ou l'API Azure Maps GetMapTile en version 2024-04-01. Eh bien, c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite.